Bonjour, Ciel Mon Info, c'est l'occasion de se pencher sur l'actualité des chrétiens d'ici et d'ailleurs. Aujourd'hui, nous vous proposons de rencontrer un expert en justice climatique. Frédéric Paul Piguet, bonjour, bienvenue Bonjour, sur Serge. ce plateau de Ciel Mon Info. Vous êtes docteur en environnement de l'Université de Lausanne, vous dirigez un bureau de consultants à Genève. Quel est pour vous aujourd'hui le signe le plus flagrant du réchauffement climatique ? Eh bien, c'est la fréquence des événements de réchauffement dont on parle dans la presse. Donc par exemple cet C'est été, une canicule prolongée. Une canicule dans le nord de l'Europe, dans le nord des États-Unis, des moussons terribles en Inde. En janvier, février de cette année, on a eu du dégel au nord du Groenland, du dégel dans la nuit polaire. Vous avez de la glace qui a dégelé. C'est des choses jamais vues jusqu'à présent, jamais enregistrées jusqu'à présent. Un retrait continu de la glace de mer en Arctique notamment. Alors sur ce terrain-là, en 2015, la paroisse dont vous êtes membre à Genève, la paroisse réformée de Chênes, a publié une charte de justice climatique. Pourquoi est-ce que vous avez publié un tel document ? C'était un intérêt du conseil de paroisse qui a voulu écouter sur mes travaux sur la justice climatique. Il y a eu un intérêt de faire plus et de faire une charte pour marquer l'engagement. Concrètement, s'il fallait un peu résumer le propos de cette charte, qu'est-ce que vous mettriez en avant ? Alors, l'élément principal, c'est de considérer les gaz à effet de serre comme des poisons pour la demeure commune de l'humanité. Oui, ça c'est un terme dont on va parler tout à l'heure, c'est le terme de biosphère que vous mettez passablement en avant dans vos travaux. Mais l'élément, donc, c'est vraiment parler des gaz à effet de serre comme des poisons, c'est-à-dire allant créer des dégâts, et ceux déjà mis dans l'atmosphère sont déjà trop élevés, ont déjà créé une bonne probabilité de destruction grave, et donc vraiment de les traiter comme des poisons. Et ce faisant, on ne les traite plus comme des avantages économiques que les hommes doivent se partager, mais vraiment comme des poisons, et dès lors, et c'est le signe un peu distinctif de cette charte, et c'est là où elle est en avance probablement sur son temps, c'est de considérer qu'avec les gaz à effet de serre, nous créons une violation de l'interdiction de nuire. Et ça, c'est un élément très important parce que je pense que c'est la première des égalités. C'est-à-dire que l'égalité économique est en quelque sorte une égalité qui découle de la première, mais ce n'est pas la première des égalités. L'interdiction de nuire vise à respecter l'égalité de droit entre tous les êtres humains, voilà. Et je crois de toutes les générations. Il y a aussi cette dimension importante pour vous, c'est que finalement, il y a une justice à respecter à l'endroit de nos descendants. Voilà. Et il me semble que cette égalité de droit, elle est même centrale dans le christianisme, et je pense qu'elle a été pleinement reconnue par le mouvement réformé dans la parole du Christ. Et si je pouvais résumer la parole du Christ d'une certaine manière, il vient vers les gens et il leur dit « les sorts qui vous accablent, le mauvais œil qui vous accable, les maladies qui vous accablent, vous les perdez dès lors que vous croyez en moi. » C'est-à-dire que toutes ces vieilles histoires qui font des hommes des sous-hommes tombent avec le Christ et on arrive à cette égalité qui n'est pas encore politique, mais il me semble que c'est ça le message, le cœur de l'évangile de Jésus-Christ. Un des messages importants du Christ, ou un des aspects du message important du Christ, c'est ça, c'est cette égalité de droit, et je crois qu'elle est fondamentale pour les droits de l'homme, etc. On sait que les droits de l'homme viennent en partie du courant réformé, notamment en Écosse, mais je pense aussi à Genève, à Berne, à Zurich. Donc c'est très important. Et je pense que ça, c'est le centre. Et donc, en parlant de la violation de l'interdiction de nuire, en lien avec cette justice climatique, on prend la mesure du problème, on dit la gravité du problème, alors que si on dit simplement il s'agit de partager des avantages économiques à l'avantage de tous, on est dans une question qui n'est pas très urgente, qui n'est pas très grave, qui est habituelle, que les uns et les autres connaissent déjà. Alors concrètement, comment est-ce que s'est passée la rédaction de cette charte ? Donc vous-même vous étiez, donc vous êtes membre de cette paroisse, vous étiez un peu consultant, et vous avez rédigé un texte, c'est vous qui avez proposé... J'ai proposé un draft volontairement pas très bien ficelé,
Et ensuite de ça, une équipe avec des gens d'horizons divers mais intéressés. Il y avait les deux pasteurs, il y avait des membres de la paroisse, un économiste, ingénieur, Alors, de philosophe, manière assez musicien, symbolique, il y avait aussi un biologiste. musicien. Oui, oui, oui. Donc, vous avez vraiment essayé d'intégrer des gens très divers. Il y avait des gens très divers, donc ça a permis d'enrichir le texte, de le clarifier. Je pense que ça donne un texte qui est très dense, qui est vraiment un texte. C'est pas un texte de prétexte. La parole de Dieu y est Régulièrement mentionné. Il y a vraiment il y a des références présence, on ne dit bibliques que l'on rien voit. sans le baser. Et notamment Jérémie 5 est cité abondamment. Et ce Jérémie 5, c'est bien l'idée de si vous péchez, attention, moi j'ai mis une bande de sable qui sépare la mer de la terre, mais attention, vous êtes pêcheur, je pourrais l'ôter et le déferlement de la mer pourrait vous atteindre. Avec le réchauffement climatique, c'est bien la hausse du niveau des mers et donc une déstabilisation d'un très grand nombre de régions du monde. Donc on est en plein dedans. Alors, on vous voit bien rédiger en équipe ou voilà, finaliser la rédaction de cette charte en équipe. Quel impact est-ce que ça a eu sur votre paroisse, sur la paroisse de Chênes à Genève, et puis en même temps sur l'Église protestante de Genève? Alors, pour l'instant, je pense que l'impact n'est pas très fort, parce qu'il ne s'agit pas seulement de réaliser intellectuellement, il s'agit vraiment de faire des démarches. Après avoir pris connaissance du contenu, on doit faire des démarches individuelles, mais en groupe, de faire des démarches en groupe, j'allais dire de désenvoûtement, je n'ai pas une très bonne mémoire, ou de désenvoûtement de la croissance économique et de la consommation. Donc, de quitter quelque part une sorte de récit général de la croissance à tout crin, Oui. pour quelque part entrer dans une dynamique de décroissance, vous diriez? Oui, c'est pas moi je me reconnais pas dans le mouvement de la décroissance en tant que tel, que je trouve un appauvrissement à certains égards de la perspective. Mais comment est-ce que vous diriez? Plutôt de désenvoûtement d'un récit qui pousse à la... C'est le désenvoûtement d'une divinité qui a pris la place de la sainteté, d'une divinité qui est la croissance économique, c'est-à-dire à la fois la croissance économique et la consommation. Et se désenvoûter de la consommation est absolument fondamental et très difficile. C'est très difficile parce que consommer a deux origines sémantiques en termes. C'est consumare et faire la somme de, arriver à un achèvement, quelque chose qui arrive à son optimum, le goût, ce qu'on mange, qu'on apprécie. Dans un repas, on achève, mais en même temps, consommer, c'est consumere, c'est vraiment brûler. Et c'est, dans le cadre d'un repas, c'est faire une grande consommation de viande, c'est détruire de la viande. Et donc, consommer, la société de consommation, c'est une société du déchet, c'est une consommation de la destruction des richesses de la planète. Mais consommer, c'est aussi amener une chose à son épanouissement. C'est très difficile de pouvoir agir sur sa consommation de manière individuelle en se disant dans mon environnement de manière individuelle, je vais agir tout seul. Alors concrètement, il faut entrer dans des groupes pour pouvoir en discuter, il faut participer en couple. Et permettre à des communautés chrétiennes, par exemple, de bouger ensemble. Voilà, moi j'ai réalisé en préparant cette émission qu'il faut qu'avec ma femme, on entre dans un groupe en couple pour discuter de ces choses. Alors, si possible dans un cadre chrétien, mais je crois qu'il y a une puissance de cette divinité économique qu'on sous-estime et que les chrétiens feraient bien de trouver une méthodologie pour en sortir, parce que notre amour du prochain est en quelque sorte souvent détourné par nos activités économiques, sans qu'on s'en rende compte et sans qu'on arrive à vraiment agir contre, et on n'arrive pas à renverser cette vague. Et je pense que ça fait depuis la fin des années 60 qu'on se pose la question.
et dans certains milieux, et que jusqu'à présent, on n'a toujours pas réussi à aboutir à quelque chose. Alors, si vous Et je pense permettez, que ça, c'est fondamental. Il faut nous libérer de la consommation, et de de la créer croissance des groupes. économique. Ça, Et il faut c'est... le faire avec des gens, des experts. Il y a des méthodologies qui existent. Il faut que les chrétiens s'y intéressent et les développent. Et moi, je pense qu'avec ma femme, il faut absolument que Magnifique. je l'emmène dans un groupe de ce genre parce qu'on n'arrive pas à avancer sur ces questions. Si on reprend un peu le contenu de cette charte, il y a un mot qui revient régulièrement et qui m'a surpris, c'est le mot biosphère avec un B majuscule. Alors, en 2 mots, expliquez-nous en quoi est-ce que ça consiste, cette biosphère dont vous parlez abondamment. Alors, c'est un terme peut-être plus précis que le terme de nature, bien que j'utilise aussi le terme de nature dans un autre contexte. Mais la biosphère, c'est vraiment de considérer notre planète et l'endroit où nous vivons comme un être vivant. Nous habitons au sein d'un être vivant. Je peux donner un certain nombre d'exemples. S'il y a 21% d'oxygène dans l'atmosphère, c'est parce qu'à un moment donné, il y a des plantes qui se sont mises à exister et qui ont créé cet oxygène et qui ont fait monter la teneur en oxygène de l'atmosphère. Il y a des micro-organismes dans les océans qui aident, par exemple, à la formation des nuages. Il y a d'autres micro-organismes dans les océans qui vont isoler, une des 3 formes de sel qui vont dans les océans. Il y a 2 formes qui sont isolées géologiquement, et la 3e, c'est des êtres vivants qui arrivent à la stabiliser. Et c'est fondamental parce que on aurait une salinité telle, sans ces êtres vivants, le niveau de salinité dans les océans serait tel que la vie ne pourrait pas avoir lieu. Donc on peut vraiment dire que c'est la vie qui a créé une sphère de vie dans laquelle la vie est possible et dans laquelle la vie des êtres évolués est possible. Donc là, ce qui est très important pour la mentalité de monsieur et madame tout le monde, c'est que souvent, on envisage notre environnement comme une sorte de chose, et vous nous rappelez, un peu dans une perspective chrétienne aussi, parce que le mot biosphère est très proche du mot création, qu'il y a là véritablement un organisme vivant dans lequel il faut s'insérer et qu'il faut à tout prix respecter. Oui, c'est-à-dire que avant, on envisageait la pollution, les dégâts à l'environnement comme des éléments locaux, une source polluée, une pollution dans la ville, etc., qui touche directement l'environnement de l'homme, l'environnement proche de l'homme. Mais là, ce qui est en train de se passer du point de vue environnemental, c'est la déstabilisation du métabolisme de l'organisme vivant qui nous accueille au sein de la galaxie et du cosmos. Donc là, la création, ce serait l'ensemble du cosmos, et la biosphère, ce serait une sorte de sous-partie qui serait quelque part de l'ordre de notre responsabilité. Voilà, c'est une partie, c'est la partie de la création qui est de notre responsabilité, tant par amour du prochain, conserver aux gens qui vont naître un lieu où vivre, que par amour des êtres et des créatures de cette création, c'est-à-dire de laisser, Dieu a donné à chaque être une place dans la création, et c'est donc de laisser à chaque être de la création, à tous ces êtres si divers, qui vont des coquillages aux écrevisses en passant par les poissons, les vertébrés, les insectes, les plantes, les mousses, les champignons, une place. Et cette place, maintenant, elle est contestée. Je veux dire, même les insectes sur le plateau suisse n'ont pratiquement plus le droit de citer. Il y avait une quantité invraisemblable pour nous de papillons sur le plateau suisse au début du XXe siècle. Il n'y en a pratiquement plus. C'est-à-dire que si on avait été dans un champ, peut-être c'est pas la saison, mais plutôt dans l'année, on serait entouré de papillons il y a un siècle. Alors plus, tout ça a disparu, je veux dire. Concrètement, au travers de cette charte, vous mentionnez quelques pistes pratiques. Il y a tout d'abord une invitation dans le domaine de la nourriture. Qu'est-ce que vous proposez concrètement comme piste pratique en lien avec la consommation de nourriture ? Là, notamment, il s'agit de manger moins de viande, en tout cas de se priver des poissons dits nobles, notamment le saumon et les poissons d'élevage, qui sont élevés avec des farines de poissons, de sardines ou de harengs qui ont peu de valeur marchande. Donc, quitte à manger du poisson, il faudrait se concentrer
parce que ça peut être important pour simplement le phosphore ou d'autres éléments, mais sur déjà les sardines, le hareng, le maquereau, ces petits Donc ça, du point de vue de la nourriture... Arrêter le saumon et ces fixettes sur le saumon, qui est souvent en plus... on élève le saumon en déversant des tonnes d'antibiotiques dans les océans. Je veux dire, ça n'a pas de sens. Donc, un des axes pratiques, la nourriture. Le deuxième, la limitation des déplacements. Oui, alors la limitation des déplacements. Et surtout, comme beaucoup de gens le mettent en avant aussi, essayer aujourd'hui d'éviter de trop voler en avion. Alors, oui, alors il faut absolument, et pour le parcours en avion et en voiture, ce qu'on fait encore, d'abord essayer de le remplacer toujours par le train. En Europe, c'est possible, on peut faire beaucoup par le train. Ensuite, il y a des possibilités de compenser. Donc, par exemple, myclimate.ch, sauf erreur, est un site où on peut compenser, on entre le nombre de kilomètres qu'on a fait en voiture, le nombre de kilomètres qu'on a fait en avion, même à la limite. Donc là, on encourage des gens à séquestrer le CO2. Voilà, et quelque on paye part... pour que le CO2 qu'on a émis soit d'une certaine manière ou d'une autre retiré de l'atmosphère. Je le dis tout de suite, ces techniques ne sont pas encore au point et le processus n'est pas entièrement convaincant, mais à mon sens, c'est une première étape en attendant qu'on ait des démarches qui soient scientifiquement plus solides et plus robustes. Mais c'est déjà stimuler ce marché de la compensation pour qu'il s'améliore et qu'il offre... voilà. Ensuite de ça... Donc, je prenais le choix d'un véhicule. Le choix d'un véhicule, on devrait le faire avec le catalogue de l'association Transport Environnement, sauf erreur si elle s'appelle toujours comme ça, qui donne les impacts environnementaux de chaque véhicule. Ben, c'est de choisir dans la gamme de prix qui nous convient le véhicule le plus petit qui correspond encore à ce qu'on peut faire, même si de temps en temps on pourrait louer un troisième, un autre véhicule de remplacement parce qu'il est trop petit, mais un véhicule modeste avec la consommation la plus petite qu'on peut trouver sur le marché. Ça prend un quart d'heure choisir sa voiture comme ça et on ne se préoccupe pas de l'esthétique et ça fait à mon avis partie des démarches intéressantes à avoir. Il y a encore deux axes sur lesquels cette charte, qui a été rédigée dans le cadre de la paroisse de Chênes à Genève, invite les gens à avancer. Il y a tout d'abord limiter la taille des logements et ensuite éviter les objets dont l'obsolescence est programmée. C'est des choses dont on voit assez rapidement l'utilité. Pour vous, c'est vraiment une sorte d'appel qui doit aujourd'hui résonner dans la conscience des chrétiens et vraiment déterminer leur manière de se comporter au quotidien. Ah oui, moi, il me semble que le christianisme doit déranger, et c'est une manière de déranger cette divinité économique qui nous subjugue, et qu'on doit tout faire pour s'en démarquer, pour en restreindre fortement, en tout cas, l'influence. Il me semble que ça, c'est fondamental. Et il y a, ne pas oublier que la nature est un des grands livres, avec la Bible, que Dieu a donné aux hommes pour prendre conscience de l'existence de Dieu. Donc il faut préserver cette nature, cette biosphère. Pas seulement en ne jetant pas des papiers par terre, mais il y a vraiment plein d'aspects. Il faut maintenant arrêter d'acheter des habits avec des produits synthétiques dedans, parce qu'on envoie des microplastiques dans les océans à chaque lavage, par exemple. Donc alors, il faut vraiment avoir cette conscience d'une globalité pour se rapprocher de l'homme. Parce que je pense que ce qui est plus... nos sociétés le christianisme ça a sauvé l'homme, et je dirais maintenant il faudrait sauver nos sociétés. Pour sauver l'homme et pour sauver les sociétés, il faut sauver notre biosphère. Voilà. Frédéric Paul Piguet, merci beaucoup d'avoir accepté de venir sur ce plateau de Ciel Mon Info. Je rappelle que vous êtes un expert en matière d'environnement et que vous dirigez l'Institut Biosphère à Genève. Par ailleurs, vous avez publié une thèse de doctorat qui s'intitule « Justice climatique et interdiction de nuire ». Madame, monsieur, merci de nous avoir suivis. Au revoir et à bientôt.